Toujours. Il y a toujours cette possibilité. C'est très encouragé. Comme ça, quand je suis coincé, il dit qu'on se revoit le jour d'après. 347, bonjour. Bonjour 347. Tu ne peux pas chasser ta copine un jour. Envoie-la même ici devant un jour. C'est quoi? Non, son père est moins d'un seul. Monsieur, faut faire attention à celui-ci. Faut faire très attention. Les sapologues sont très dangereux. Mais là, je suis en cours. Tu t'embrouilles là-bas jusqu'à... Tu ne regardes même pas ce que je suis en train de dire. Voilà. Tout ça là, c'est l'Afrique centrale. Donc, le comportement de consommation, le chapitre 2, notamment la page 23 de votre document. Certains n'ont pas pris la peine de tirer. C'est une parenthèse. Alors, je vais mettre sur les instructions de l'épreuve. Matériel autorisé, calculatrice uniquement. Ça, déjà, vous avez la calculatrice, mais on vous donne les questions de cours, non? Vous voyez votre camarade en train de... Tu regardes tellement, on calcule où? Il transpire même, c'est ça qu'on va faire. Matériel autorisé. Oui, c'est ça. Donc, je dis matériel autorisé, calculatrice uniquement, non programmable. Les gars sont sûrs qu'il y a l'exercice. Et vous-même, les fonctions, là, après, je mets question de cours. Oui. Parce qu'on vous connaît. Et les gars, tu crois que s'ils connaissent copilote, c'est comment programmer une calculatrice pour avoir les réponses qui peuvent les dépasser? Ou bien tu penses que je ne suis pas au courant, que tu sais que je sais qu'on sait? Vous m'énervez, je mets la marque. Popo, le type Popo. Pas le téléphone. Téléphone non permis dans l'enceinte de l'établissement. Voilà, même qu'avec le téléphone hier, les gars n'arrivaient pas à calculer. Hein? Tu prends l'additionneuse, tu ne sais pas appuyer, calculatrice scientifique sur le téléphone. Hein? Tu calcules avec la connexion. Ah! Qui a dit ça? Ton téléphone, c'est quoi? Faut changer ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Un téléphone qui te conditionne n'est pas un téléphone. Faut changer. Oh! Jusqu'à il dit Samsung S24. Oh là là, le fonds de commerce de quelqu'un. C'est pas possible, tu n'arrives pas à calculer avec. Donc pour 1 plus 1, tu dois avoir la connexion. Et dès que tu actives la connexion là, c'est 2 gigas qui passent dans les applications. Oui, chef. Hier, ici, on faisait 1 plus 1, est-ce qu'il s'en sortait? Il disait 2 millions. 9 millions, voilà. Pour sortir 664, c'est combien? 835. Tu disais 9 millions. Ah! Je suis sûr, attends, tu connais mettre la seconde fonction sur une vraie calculatrice. Genre, seconde fonction 1 sur X, tu connais faire ça? Hein? Je ne dis pas toi, je m'adresse à monsieur Internet. C'est comment? Tu dis oui, mais hier, tu ne donnais pas de réponse. Pourtant, tu avais le téléphone. Moi, j'ai calculé avec le téléphone. Avec on faisait un calcul rapide avec la tête ici. J'ai vu ce que ta tête a fait, non? 0,1 plus 0,9. Tu disais combien? 0, combien? Hein? Oh! Faut laisser. Le blanc a donné l'aide. Accepter l'aide. Tu suis notre grand frère. Faut laisser S24. Hein? Faut laisser. S là, je suis sûr qu'Internet n'a pas S. S24 là, ça dérange. Bref, on a ri, non? Le comportement d'investissement. Alors, on commence par définir l'investissement. Tout à l'heure, on a vu la consommation et on vous a fait comprendre que du point de vue des keynésiens, l'épargne est le résidu de la consommation. Ça veut dire que pour eux, l'épargne n'est pas important. D'accord? Le deuxième élément qui est important sur le marché, c'est l'investissement parce que l'investissement permet de créer de la richesse. Le ménage investit
Le ménage consomme, les entreprises également investissent. Parce que généralement, en macro, c'est un circuit fermé où les ménages sont ceux qui offrent le travail. Ce sont encore eux qui sont les propriétaires des entreprises. D'accord? Donc, tous ont un certain intérêt à ce que l'économie fonctionne bien. Avec la fonction d'investissement, on commence par vous définir ce qu'on entend par un investissement. L'investissement, c'est quoi? C'est l'acte qui consiste à acquérir des biens d'équipement durables destinés à accroître la production de biens et de services dans le futur. On se comprend? Dans le cas de ce chapitre, investir, c'est acquérir des biens durables qui vont entrer dans le processus de production dans le futur. Je n'ai pas dit d'aller faire 1xBet. Exemple, les terrains. Exemple, les tables, je ne sais pas, oui, c'est un capital physique. Exemple, mon cerveau, vous pouvez me prendre comme consultante, c'est un investissement. Oui, aussi. Non. Ils sont où avec? Où? Oui. Ouais, Seigneur, il faut laisser. Un économiste n'est pas un one-xbetiste. Les bourses. Merci, chef. La crypto, c'est quoi? Non, laissez le type qui a parlé me dire ce que c'est que la crypto. La crypto, c'est quoi? Bon, toi, tu es son jumeau, vas-y. Ils ont les mêmes cerveaux. L'un parle, l'autre rit. Oui, ça te ressemble. Monnaie virtuelle qui a fait quoi? Quelle est sa caractéristique? En quoi est-elle différente des autres monnaies? Premièrement. Deuxièmement. Tu es conscient que comme tu n'arrives pas à bien nous expliquer, ça veut dire que tu ne dois pas investir dedans. Hein? Non. La première chose qui est importante, c'est l'information. Si tu n'as pas suffisamment d'informations, ne te lance pas dans un deal. Si tu as suffisamment d'informations, tu es capable de nous convaincre, nous de te donner notre argent pour que tu mettes là-bas. C'est que tu n'as pas pu faire. Dans certains pays, la crypto est illégale. Jusqu'à ce jour, dans certains pays, elle est déconseillée. Elle s'adosse à quoi? À quel actif? Elle est libre. Ces fluctuations sont libres. Sont-elles prévisibles? Et tu penses que c'est un idéal? C'est un risque énorme. Tu peux devenir riche. Tu peux devenir pauvre. Pourtant, tu as des actifs qui sont assez ciblés. Tu as de grandes entreprises où tu es sûr à 100% de faire des bénéfices. Généralement, ce que les gens font. La crypto, c'est vraiment pour ceux qui aiment les gros risques. D'abord, qu'elle coûte cher. Ce n'est pas pour les pauvres. Pour avoir quelque chose, il faut investir des centaines de millions. Ce n'est pas toi et moi, sauf si tu es un héritier caché. En tout cas, c'est Fisher qui te disait ça, qu'il n'a pas d'héritier. Donc, oui, c'est une idée d'investissement. Pas conseillé, mais ça peut être considéré comme, sauf qu'ici, on acquiert des biens durables qui entrent dans le processus de production. Ça suppose que nous avons déjà une entreprise qui produit. Ce que le gars de 1xBet n'est pas supposé avoir, parce que 1xBet, c'est un loisir. C'est un loisir. Mon cher, laisse, tu ne peux pas convaincre quelqu'un ici, là. Je suis homo économique, puis je suis chiche par nature. Hein? Si je ne peux pas comprendre que logiquement, une course, voici les règles, tu les suis, tu passes. Et puis après, on va te dire qu'on a volé la serviette de tel gardien, ça a glissé, le but est entré alors qu'il ne devait pas avoir le but. Alors que par derrière, quelqu'un a payé pour qu'on vole la serviette, ça, ce n'est plus la logique. C'est la mafia. Donc, tu es mafieux. Bon, mais déjà, si tu fais partie de 1xBet. Moi, je ne fais pas partie de 1xBet. Je n'ai même pas de compte. Ils mangent mon argent. Hier, il y a eu les millionnaires. Ils sont où avec? Tu es millionnaire? Ton compte a eu combien de zéros? La cote était de combien? Tu as retiré l'argent là.
Non, tu n'as pas encore. Ne faites pas ça chez vous. Attends, il dit à la télé, ne faites pas ça chez vous. On continue. Oui. Ah, ouais. C'est un loisir, oui. C'est la même chose. C'est considéré comme. Le One-Xbet, c'est l'auto, non? C'est la loterie? Madame, mais si on parle dans ce sens-là, on parlera aussi d'un trading aussi, ça rentre dans le cadre Le trading, c'est une activité qui peut être considérée comme commerciale. commercial. C'est une Les profession. risques ne sont pas moindres aussi dans cette activité. Est-ce qu'on a besoin de faire une formation avec diplôme pour jouer à One-Xbet? Pour être trader, on est diplômé, on sort de grandes écoles. Monsieur, pour être trader, je dis bien, pas les choses comme vous ouvrez les trucs là que cabinet de courtage, on ne sait même pas d'où tu as fait ta formation. Pour être trader, il y a des écoles de prestige pour ça. Et tu dis que c'est un loisir? Le boulot de quelqu'un? Le boulot de quelqu'un? Donc moi-même là, c'est le loisir? Non, c'est pas pareil. C'est une entreprise, oui. La plupart de ses utilisateurs, c'est un loisir, c'est une entreprise. C'est comme un game, quand vous avez un game, par exemple, votre Bitcoin là. Mais ça, c'est arrimé à des games, non? C'est pas ça. Il y a des games, il y a des manières de monétisation qui ont été développées. Vous jouez au game et puis après, on vous dit nombre de pièces pour augmenter, ajouter, mettez votre carte bancaire et autres, non? C'est un loisir. Mais derrière, c'est le boulot de quelqu'un. C'est une société de loisirs. Vous ne pouvez pas me dire que le trading, c'est un loisir. Tu peux trader, bon, ça c'est le verbe pour quelqu'un qui fait des investissements. Mais pour être un trader, c'est un boulot. Vous connaissez la différence entre un arbitragiste, ça va quoi là? Un arbitragiste et un spéculateur? Vous voyez? Vous ne pouvez pas être trader. Ah, l'arbitrage et la spéculation. Tu as vu ça quelque part, hein? En tout cas, investissement. Donc, les dépenses d'investissement représentent le montant total que les entreprises dépensent pour l'achat d'usines, d'outillage ou d'équipements ou pour le financement des études. Exemple, mon cas, c'était l'investissement. Les ménages consacrent à l'achat de biens immobiliers actifs. Monsieur a dit le terrain. Lorsqu'il est utilisé pour les processus de production, peut-être construire une usine d'entreprise, oui, c'est un investissement. Les dépenses d'investissement également représentent le montant total que l'État consacre aux équipements collectifs. Mais dans ce chapitre, nous nous intéresserons uniquement à l'investissement privé et notamment celui des entreprises. L'investissement public sera intégré dans les dépenses publiques. Remarque, l'acquisition de valeurs mobilières, actions, obligations, bitcoin et autres est exclue. Fin de débat. Il s'agit d'un simple transfert d'un élément d'actif, c'est-à-dire monnaie, vers un autre élément d'actif, c'est-à-dire action. Le produit de la revente des biens d'équipement ou des biens immobiliers est également exclu. Cet acte représente un simple transfert de propriété et ne constitue en aucun cas un accroissement de la capacité productive de l'économie considérée. Il faut distinguer la formation brute de capital fixe, FBCF, de l'investissement I. En effet, I, c'est la formation brute de capital fixe plus la variation de stock. D'accord? Il faut également distinguer l'investissement brut de l'investissement net. L'investissement net est égal à l'accroissement du stock de capital, alors que l'investissement brut intègre aussi les investissements de remplacement, c'est-à-dire les amortissements. Ces derniers servent à maintenir le stock de capital constant suite à sa dépréciation par usure physique ou par usure technologique. Le montant de l'amortissement est difficile à estimer, mais le plus souvent, on suppose qu'il représente une proportion constante du stock de capital de la période précédente. Si nous supposons que le stock de capital grand K se déprécie à un taux constant delta, nous pouvons écrire que l'investissement brut est égal à l'investissement net plus l'amortissement, c'est-à-dire la variation du stock de capital à la période T que vous avez là comme KT moins 1 plus delta KT moins 1.
Alors, on vous a défini dans le cadre de ce chapitre ce que nous allons entendre par investissement. Ce qu'on ne veut pas entendre, on vous a dit. D'accord? Ça, c'est les mesures. C'est comme ça qu'on fixe un modèle. On enlève les fluctuations en cadre. Le rôle de l'investissement. L'investissement joue un double rôle au sein de l'activité économique. En tant que composante de la demande finale globale, l'investissement est comme la consommation, une dépense, et à ce titre, il peut soutenir l'activité économique indépendamment de l'usage concret auquel il est destiné. Mais en tant que facteur de production, l'investissement est souvent considéré comme le moteur de la croissance économique dans la mesure où il accroît les capacités productives du pays et améliore sa productivité. Partant de ces considérations, l'objet de ce chapitre est de déterminer les facteurs explicatifs de l'investissement. Cette tâche n'est pas aisée dans la mesure où l'investissement résulte d'un choix relativement complexe où se mêlent les facteurs objectifs observables et mesurables tels que le taux d'intérêt et les facteurs subjectifs dont l'évaluation est difficile tels que la confiance des milieux d'affaires. Toutefois, tout en reconnaissant l'existence et l'importance de ces derniers facteurs, les économistes ne vont pas leur accorder beaucoup d'importance et vont mettre en avant, selon les écoles de pensée, un ou deux facteurs explicatifs objectifs. Les classiques se limitent au rôle fondamental du taux d'intérêt et notre père Keynes introduit en plus la demande anticipée. Donc, dans ce chapitre également, on compare Keynes au classique. OK? On commence par tonton Keynes, notamment la notion keynésienne de la demande d'investissement. La décision d'investissement est le fait du producteur qui décide de transformer des avoirs monétaires en actifs physiques, c'est-à-dire en biens d'équipement. Cette décision va dépendre, selon Keynes, du taux d'intérêt et du volume des ventes anticipées. Tout investissement doit être financé soit par des fonds propres, soit par des emprunts. Et dans les deux cas, les intérêts représentent le coût rattaché à cet investissement. Et comme les entrepreneurs cherchent toujours la rentabilité financière, ils vont comparer ce coût avec le rendement du projet. Cette rentabilité peut être étudiée par référence aux critères de la valeur actuelle nette. On est d'accord avec nous, c'est clair et limpide. L'approche de la vanne. La règle fondamentale en matière de décision d'investissement est celle de la valeur actuelle nette, qui consiste à comparer le coût et les recettes d'un projet d'investissement. Lorsqu'un entrepreneur étudie une opportunité d'investissement, il se trouve en présence de deux groupes d'éléments. Une dépense d'investissement, I0, engagée immédiatement pour l'acquisition des biens d'équipement dont la durée de vie est de N années. Des recettes futures nettes, RN, attendues résultant de la vente des produits obtenus grâce à l'investissement considéré sur toute sa durée de vie. Soit donc RN1, RN2 jusqu'à Rn petit n. Les recettes nettes attendues ou les rendements escomptés par un entrepreneur qui envisage d'acheter des biens d'équipement d'une valeur I0. Donc I0, c'est son investissement initial et Rn, ce sont les recettes nettes. Quand on dit net, ça veut dire qu'on a enlevé les charges. Non? Donc ce sont les bénéfices qu'il aura du fonctionnement de son investissement. D'accord? Soit R, le taux d'intérêt, et N, la durée de vie utile des équipements. Pour décider de la faisabilité d'un projet, il faut calculer sa valeur actuelle nette, c'est-à-dire la différence entre la somme des revenus actualisés et le coût d'achat des équipements. Vous avez donc les éléments qui est là, que VAN, c'est la somme des revenus à actualiser. Actualiser pourquoi? Parce qu'à l'instant T, vous achetez, vous investissez, mais la période suivante, ça va générer des revenus. Donc, comme vous calculez, maintenant, vous ramenez le futur vers le présent pour évaluer, non? Donc, c'est du genre, vous avez le projet. Vous devez acheter peut-être une voiture pour la mettre en circulation et obtenir un taxi. D'accord? Vous achetez la voiture, elle va circuler pendant 5 ans. Et vous calculez les recettes nettes annuelles, donc sur 5 ans. L'achat de la voiture, peut-être, c'est 3 millions. Achat, tous les papiers
papiers, toute la documentation, la mettre à jour, non? 3 millions, on suppose. Maintenant, par an, on va estimer que quand on enlève visite technique, tous les bobos, le salaire du chauffeur et tout, vous retrouvez peut-être à 1 million l'année. D'accord? Quand vous achetez la voiture, aujourd'hui, non, nous sommes en janvier, fin janvier. Le premier million va entrer à janvier 2027. D'accord? Donc, ça fait 1 an. Vous devez enlever l'impact du taux d'intérêt, comme on l'a vu dans les formules précédentes, non? C'est pour ça que vous avez 1 plus R. Et comme c'est sur 5 ans, 2027, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, on fait pareil, non? En enlevant l'impact du taux d'intérêt. Donc, vous finissez de sommer toutes les sommes anticipées que vous supposez que vous aurez, on n'a pas dit que vous allez avoir. Vous supposez que vous aurez cette somme-là, n'est-ce pas? Maintenant, vous déduisez l'investissement initial qui est de 3 millions. Si le résultat est positif, go. Si le résultat est négatif, laissez. Voilà comment ça se passe avec le critère de la vanne. Sauf que le critère de la vanne, on n'a pas besoin de descendre jusqu'en bas là. Le critère de la vanne a un souci. D'accord? Son souci, c'est lequel? Vous pouvez avoir plusieurs projets et vous avez la même vanne. Comment distinguer le projet à lancer? Parce que l'objectif est de faire quoi? Lorsque vous avez plusieurs projets, de pouvoir choisir un face à l'autre, n'est-ce pas? Vous pouvez vous retrouver indécis parce que la vanne ne répond pas à votre question. Oui, les deux projets. Les deux projets sont nus. C'est bizarre là, ça ne donne pas. Ce n'est ni négatif pour dire que vous rejetez, ni positif plus élevé. Parce que généralement, quand on a deux projets, on prend la vanne la plus élevée. Mais vous vous rendez compte que les deux projets peut-être ont une même vanne. On fait comment? Mais on regarde un projet, on se lance d'abord. Vous allez donc retarder lequel et se lancer où? Puisque les deux projets sont équivalents. Il faut un critère de décision clair qui dit que le projet-ci est meilleur que l'autre. Oui. On regarde l'investissement initial. Peu importe l'investissement initial, la vanne est la même. Oui. Je ne comprends pas comment le critère de la vanne ne doit pas déterminer la rentabilité d'un projet. La vanne te donne un chiffre. Si la vanne te donne une décision claire. Alors, vous allez calculer selon la formule qui a été donnée. Il y a même un exemple là qu'on va voir. D'accord? Quand c'est positif, c'est une bonne chose. Non, quand c'est négatif, ça veut dire que le projet n'est pas rentable. Donc, ça vous donne la rentabilité d'un projet. Maintenant, lorsque vous avez plusieurs projets, la vanne la plus élevée est un gage du projet le plus rentable. Donc, celui que vous devez normalement vous lancer là-bas. Sauf que vous pouvez avoir une multitude de projets avec des vannes similaires. Vous êtes indécis. Parce que normalement, vous cherchez un critère de décision objectif qui va vous dire que voici 50 projets, voici le meilleur, le moins bon, ainsi de suite. Ça va vous classer les projets. Or, vous vous retrouvez avec une vanne qui vous met 25 projets au même niveau. Les autres sont négatifs, donc à abandonner. Vous faites comment? C'est le premier problème. Alors, en bas, on vous parle du taux interne de rendement qui, lui, contrairement à la vanne, il a la même formule, mais on l'appelle le taux qui annule la vanne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans la vanne, R est donné, il est donné par, c'est le marché, non? On suppose que c'est un endettement. Donc, R est donné sur le marché, il est connu, d'accord? Maintenant, R est inconnu. Ça veut dire que vous cherchez un critère interne, un taux d'intérêt pour lequel votre investissement est nul, d'accord? Où vous n'avez ni perte ni gain. Et une fois que vous l'obtenez, vous regardez maintenant avec le taux d'intérêt qui est en vigueur sur le marché, le taux d'intérêt qu'il faudra appliquer. Quand vous comparez les deux, selon que le vôtre est supérieur à celui du marché, vous décidez, est-ce que c'est un gain ou une perte? Selon que le vôtre est inférieur à celui du marché, vous décidez, est-ce que c'est un gain ou une perte? Est-ce qu'on se comprend? Alors, on reprend. Vous avez, dans la formule de la vanne, bon, prenons l'exemple qui est donné là. Je vous ai expliqué l'essence de la vanne, donc on peut sauter tout ce qui est bavardé là. D'accord? On arrive à l'exemple, n'est-ce pas? Investissement initial, 66 085. Comme on est des gens qui espèrent être riches, on va dire que ce sont les euros. D'accord? Croyez que vous voulez être riche seul. N égale 3.
la durée de vie du projet, 3 ans. D'accord? Maintenant, la recette nette de la période 1, 36 000 euros. Période 2, 24 000 euros. Période 3, 18 000 euros. Vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure, quand le projet arrive à sa fin de vie, la recette est faible, non? Parce que la machine devient obsolète. D'accord? Et R, c'est le taux d'intérêt, c'est 0,08, donc 8%. OK? On vous donne la formule de la vanne, on l'applique. On se rend compte que la vanne est positive, notamment de 2113 euros. Et on vous dit, ce projet est rentable et peut être réalisé du fait que sa vanne est positive. D'accord? En bas, on vous dit quoi? Partant de la vanne, Keynes va proposer le concept alternatif d'efficacité marginale du capital, encore appelé taux de rendement interne de l'investissement. Le taux de rendement interne est le taux d'actualisation P qui rend la différence entre la valeur présente de l'investissement et ses revenus futurs égale à 0. D'accord? On vous donne la formule, c'est comme la vanne, sauf qu'au lieu de R, vous avez P. D'accord? Et on fixe que c'est égal à 0. D'accord? Dans ces conditions, la décision d'investissement va résulter d'une comparaison entre P et le taux d'intérêt. Pour qu'un investissement soit réalisé, il faut que P soit supérieur au taux d'intérêt. C'est-à-dire quoi? Le P, c'est le taux de rendement interne, lui, votre taux interne de décision. On est en train de vous dire que, premier cas, vous avez le taux d'intérêt qui est connu sur le marché. Vous appliquez seulement avec les informations que vous avez et vous trouvez la vanne qui, si elle est positive, vous encourage à vous lancer dans le projet que vous souhaitez réaliser. Maintenant, il peut arriver, parce que l'on ne vous dit pas pourquoi est-ce qu'on vous propose l'alternative, c'est tout simplement parce que la première méthode n'est pas toujours idéale. Comme je l'ai dit, vous pouvez vous retrouver avec plusieurs projets et vous êtes indécis parce que les vannes sont soit similaires ou l'essai n'est pas concluant. D'accord? Vous n'avez pas une vanne qui est supérieure à une autre. OK? Donc, ce qui se passe donc, c'est qu'avec le taux interne de rendement, le taux de rendement interne, on dit souvent le TI, vous avez donc RN1 sur 1 plus P plus... On va s'arrêter à 3. Merci, chef. Tu suis, au moins tu suis. D'autres ne suivent pas. Ici, c'est quoi? Chercher. C'est lui qu'on cherche. Quand vous le trouvez maintenant, vous avez 3 cas. Si P est supérieur à R, si P est inférieur à R, si P égale à R. D'accord? R, c'est le taux d'intérêt du marché. P, c'est le taux interne de rendement. Le taux de rendement interne, c'est tir ou tri, c'est pas grave. Donc, celui-ci, c'est le taux à partir duquel vous avez construit votre investissement, de telle sorte que vous n'ayez ni perte ni gain. Donc, c'est le taux pour lequel vous êtes là, vous n'avez pas de souci. D'accord? Maintenant, ça, c'est le taux du marché. L'idéal serait qu'au taux du marché, votre vanne soit positive. D'accord? Mais vous n'avez pas travaillé avec le taux du marché, vous avez travaillé avec votre taux à vous. Parce qu'on suppose que vous ne connaissiez pas le taux du marché. Vous voulez savoir, vous voulez avoir vos marges de manœuvre. Jusqu'à quel niveau est-ce que je peux effectuer mes investissements et être sûr de ne réaliser aucune perte? Parce que le souci, c'est de faire des pertes. D'accord? Vous pouvez rester en sanguin pendant une certaine période. Au décollage, généralement, les entreprises ne font pas de gains énormes. C'est suffisant pour... Ça veut dire quoi? Que ce que vous gagnez est suffisant pour couvrir l'investissement de départ, donc vous n'avez pas de souci. D'accord? Maintenant, c'est quoi? Le PCI, c'est ici que ça se passe. P a une certaine valeur. Plus P, si P est petit, regardez bien, si ceci est petit, tout le ratio ci devient comment? Oui, quand P diminue, tout le ratio grandit. Tu doutes? Bon, on va faire quelque chose. Tu doutes, non? On avait 0,08, non? Ok, premier c'était quoi? 36 000.
Tu as su que cette fois, tu vas te tromper à la calculatrice. Mets la connexion sur ton téléphone. Maintenant, tu fais 36 000. C'est 1,05. Tu me dis qu'il est plus grand. Ne sors pas les millions, on se connaît. 33 333,33. Et dis donc, et 3 là. Ok. Deuxième, c'est quoi? J'espère qu'il y a une deuxième personne qui contrôle. 34 200 combien? 71. L'accent là va nous finir. Ok. Qui est plus grand? Celui du bas, non? Quand c'est petit. Alors, supposons que ça c'est R et ça c'est P. Lorsque R est supérieur à P, vous voyez ce qui se passe? Le revenu est plus fort. Donc, l'investissement devient rentable. Donc, l'idéal serait que lorsque vous calculez votre taux interne de rendement, vous le fixiez le plus élevé possible. Comme ça, quand vous allez le confronter avec le taux du marché, votre marge est également plus large. Parce que quand vous commencez avec le taux de départ, vous êtes en train de vous dire que bon, je lance mon activité. Au pire des cas, voici la situation où je ne fais aucun gain, aucune perte. D'accord? Donc, la marge est très élevée. Vous avez peut-être fixé un taux de 15 et vous vous rendez compte que oui, c'est bon. Maintenant, le marché fait en sorte que le taux soit de 8. Vous avez 7% de marge. Vous êtes bien. Après, le marché devient compliqué, ça passe à 10. Vous avez toujours 5% de marge. Les autres entreprises ferment. Vous êtes bien. Vous savez que 15 là, vraiment, vous aurez à rembourser tous vos trucs de départ et vous serez dans la pente où vous dégagez déjà des bénéfices. Donc, c'est pour vous dire que soit on calcule la vanne pour pouvoir classer différents projets et en choisir un, ou alors on se fixe une horloge interne pour être sûr d'avoir le pire des scénarios. Comme ça, on vient le confronter au taux de marché et on prend sa décision. D'accord? Des questions? Ils sont intelligents, non? Ah, ça c'est ça. Les gens qui, en 1900, ah, comme c'est l'investissement, c'est vivant. Hein. Quand c'est la consommation, tu ne consommes pas. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui, chef. Qu'est-ce que tu fais? Tu choisis ou tu te lances ou tu ne te lances pas. Ce qui est sûr, quand P est inférieur à R, tu ne te lances pas. Quand P est supérieur à R, pardon, tu ne te lances pas du tout. Quand P est inférieur à R, l'idéal serait, quand les deux sont équivalents, l'idéal serait que tu ne te lances pas. Si tu veux faire des bénéfices. Maintenant, si tu dis que ah, ton idée va révolutionner le monde, c'est le Bitcoin, ça va changer, ça te regarde. Non, je n'attaque pas les traders, pardon. Les traders du loisir. Les traders du loisir, dis-moi, tu as la plateforme de trading par hasard, la manière dont tu as défendu ça, j'ai peur. Ah, il a Q-Option, c'est ça, hein? J'avais installé ça sur ma machine un jour. Rien que la période de simulation, je voyais j'ai dit que pardon, laisser. C'est que la simulation, j'ai peur. Ce ne sont pas mes dollars qui vont aller là-bas. Mon principal problème, c'est quand il y a les soucis de retrait. Donc, quand tu peux mettre, ça génère, mais tu dois t'assurer de savoir comment retirer ton argent. Si la partie là est compliquée, papa, laisse. Ça sert à quoi de gagner de l'argent qui est bloqué sur une plateforme? Ça sert à quoi? Puis ce sont eux qui en profitent. Quand c'est bloqué, ils ont les fonds, ils en disposent comme ils veulent. Toi, tu n'as que les chiffres. Alors, partant du projet décrit dans l'exemple précédent, ils ont trouvé que P est égal à 0,1, n'est-ce pas? Donc, on se rend compte que P est largement inférieur à R qui était à 0,8. Donc, le projet est comment? Non, il est supérieur, pardon, 0,1 est supérieur à 0,08. Le projet est comment? Pas rentable. Alors, supposons les 6 projets suivants. La démarche à suivre dans ce cas
est de classer les différents projets par taux de rendement interne décroissant. Comparer ces taux de rendement au taux d'intérêt tel qu'il apparaît sur le marché financier et décider des projets à réaliser selon la règle du taux interne supérieur au taux du marché. Supposons les 6 projets suivants. Projet A, B, C, D, E, F, d'accord? Le taux interne de rendement sur le projet A, c'est de 25%. Projet B, 8%. Projet C, 6%. Projet D, 14%. E, 12% et F, 20%. Montant, respectivement, 100, 120, 80, 150, 100 et 80. Classement des projets A, d'accord, tir de 25%. B, on a dit qu'on classe de manière décroissante, non, dont les tirs les plus élevés aux tirs les plus faibles. Vous avez le graphique qui vous montre la relation entre l'investissement cumulé et le taux interne de rendement. L'investissement cumulé, c'est quoi? C'est le montant de l'investissement de A plus le montant d'investissement B. Donc, on classe, non? On a l'investissement A, B, C, D, E, F, G, jusqu'à F, c'est ça, non? Maintenant, ce qu'on fait, c'est que, comme on a classé de manière décroissante, en bas, l'investissement de A, on le rapporte. Pour l'investissement suivant, c'est le premier plus le deuxième, d'accord? Premier, deuxième, troisième. Premier, deuxième, troisième, quatrième, et ainsi de suite jusqu'à la fin. C'est pour ça que vous avez 630. Donc, l'investissement cumulé, c'est la somme de tous les investissements individuels. OK? Donc, maintenant, on le représente comme vous le voyez là. Ça vous donne comme une certaine courbe décroissante. Parce que si vous reliez les différents points, c'est décroissant. Si le R, le taux de marché, est de 5%, tous les projets seront réalisés et I sera égal à 630. Vous êtes d'accord avec? Regardez le classement décroissant des taux internes de rendement. Le plus petit taux interne de rendement est de combien? Il est de 6%. Il est supérieur à 5%. Donc, ça veut dire que tous les projets là sont rentables. Tous les projets là sont rentables. Il fallait que tu calcules le nez. Tu dors pendant mon cours, pourquoi, monsieur? Je dors. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit il y a 3 secondes? 1xbet. C'est dans le téléphone, ça ne va pas fuir. Tu es en train de lire quoi? Renvoie-moi mon marqueur. Il fallait que tu lances. J'avais fait des problèmes. Non, je sais, c'est pour ça qu'elle te piégeait. Je ne dors plus à mon cours. Enlève la main sur les yeux. Alors, si le R est de 9%, quels sont les projets qu'on valide? AFB, AFDE, c'est ça? Je suis d'accord avec. Des objections? Comment est-ce que cela sera possible? Parce que A est 2. Laisse-la finir de parler, elle parle doucement, il faut écouter attentivement. Okay, vas-y, dis-nous. Non, dis-nous, tu as raison, dis-nous. Si R est égal à 9%, les projets A, F, D E. et E seront réalisés. Oui. Et I sera égal à 430. Comment cela sera possible? Madame Christine. Célestine. Désolé. Non, je dis que tu as raison, vas-y. Mhm. 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 Je t'écoute.
faut la laisser tranquille, vous l'effrayez. Alors, on a dit quoi? Lorsque vous fixez le taux de rendement interne le plus élevé possible, vous dégagez une marge de sécurité. D'accord? Puisque c'est le taux pour lequel la vanne est nulle. Si votre taux de marché, si le taux en vigueur sur le marché financier est plus faible, vous allez dégager quoi? Des bénéfices comme on l'a fait ici. Un taux plus faible donne des revenus actualisés plus élevés. D'accord? Maintenant, si le taux est à 9%, on regarde les taux de rendement interne qui sont supérieurs à 9%. Comme les projets sont classés de manière décroissante, on va regarder le taux le plus proche de 9%, n'est-ce pas? Et c'est celui du projet E qui est 12. Puisque le projet B, le taux est de 8%, il est inférieur à 9%. Donc, les projets B et C, comme leurs taux sont inférieurs à 9%, ne sont pas rentables. D'accord? Les précédents sont rentables. Et quand on regarde les investissements cumulés des 4 projets qui sont rentables, c'est 430. Ici, on va de l'hypothèse que l'individu veut investir dans les 6 projets. Ensemble. Donc, il veut conjointement investir dans les 6 projets. Donc, on calcule le montant de son investissement total. C'est ça qu'on appelle l'investissement cumulé. S'il investit dans les 6 projets, il dépense 630. D'accord? Parce qu'il souhaite investir dans les 6 projets, chaque projet a des recettes nettes différentes. Donc, ce qui fait que quand il applique la formule de la vanne par projet, il obtient des taux de rendement interne différents. D'accord? Maintenant, il est classe du plus fort au plus faible taux de rendement interne. Il se rend sur le marché financier. Il a 2 cas de figure. Premier cas de figure, le taux du marché est de 5%. Il repart dans son tableau des investissements qu'il a prévu. Il se rend compte qu'à 5%, il peut se permettre tous ces investissements. Donc, on vous demande, il va dépenser combien? 630. Parce que c'est la somme des investissements. Maintenant, le taux est à 9%. Il repart dans son tableau. Il se rend compte qu'à 9%, il ne peut que financer 4 projets. Et le montant total de ces projets, c'est de 430. C'est tout. Ce sont les investisseurs. 1xBet, tu es d'accord avec? D'accord. Madame, si on pouvait prendre un peu les exemples qu'on fait de la vie réelle avec des termes un peu qui ne sont pas trop économiques, pas trop macroéconomiques, beaucoup plus des termes que nous employons dans la société, toujours avec les mêmes On t'écoute, donne-nous l'exemple. Prenez un peu le cas que vous avez pris en premier, l'achat d'un véhicule que l'on veut mettre sur le marché. Et que comment déterminer que ce sera rentable par rapport au tableau qui est là? Prenons le cas que le véhicule ici, c'est le projet qu'on veut lancer ici, on est dans l'exemple qu'on a pris ici, c'est 9. Il va acheter 6 véhicules. 6 véhicules. On va rester terre à terre. 6 véhicules. Chaque véhicule a un investissement initial, les mêmes montants. On va supposer que ce sont les millions. Donc, véhicule A, on a 6 véhicules. Le véhicule A coûte 100 millions. Le véhicule B, 120. Le véhicule C, 80 millions. Le véhicule D, 150 millions. Le véhicule E, 100 millions. Le véhicule F, 80 millions. Maintenant, il a calculé son taux de rendement interne, c'est-à-dire il a estimé, par exemple, pour le véhicule A, qu'à 100 millions, quand il calcule les différentes recettes sur 5 ans, d'accord, et qu'il pose sa formule d'annulation, c'est-à-dire investissement initial, les 100 millions, moins la somme actualisée de ses recettes, égale à 0, il trouve que le taux interne de rendement est de 25%. C'est-à-dire que si le taux sur on suppose que pour payer ces véhicules-là, il peut s'endetter, hein? Donc on ne sait pas. D'accord? Donc, on contrôle avec le taux du marché et on suppose que son taux interne de rendement, lui,
Le taux pour lequel il ne fait ni gain ni perte, c'est de 25% lorsqu'il achète le véhicule à 100 millions. Lorsque c'est le véhicule à 120 millions, c'est 8%. Lorsque c'est le véhicule à 80 millions, c'est 6%. Véhicule à 150 millions, 14%. L'autre véhicule à 100 millions, c'est 12%. Les marques sont différentes. Et le véhicule à 80 millions encore, c'est 20%. D'accord? Première étape, classer les investissements selon l'ordre décroissant des taux de rendement internes. Quand on regarde, décroissant veut dire quoi? Le taux le plus élevé au taux le plus faible. 25% est supérieur à 20%. Donc 25% premier, projet A. 20% deuxième, projet F. 14% projet D. 12% projet E. B, 8%. Et enfin C, 6%. On rappelle que ces projets sont les véhicules destinés à la location. Alors, maintenant, on vous dit, ça, ce sont ses estimations personnelles. C'est-à-dire, il a cherché le taux pour lequel il ne fait ni perte ni gain. Il les a classés. Maintenant, il va sur le marché financier. Il se rend compte que le coût du capital, on a dit que c'est le coût du capital, ça qui est l'intérêt. Le coût du capital est de 5%. On lui demande, comme le coût du capital est de 5%, quel est le projet que tu lances? La formule voudrait que le projet qu'il lance, c'est le projet pour lequel son calcul du coût interne est supérieur au coût du marché. Comme il a classé, quand il regarde, le coût sur le marché financier, c'est 5%. Lui, son plus faible coût, c'est 6%. Donc, tous ces projets sont plus coûteux que ce que le marché propose. Donc, en fait, sa marge de sécurité, celle pour laquelle il ne fait ni gain ni perte, dont il peut subsister sans perdre quoi que ce soit, est plus élevée que ce que le marché propose. Donc, ça veut dire que pour lui, c'est avantageux de se lancer. Parce que dans la vie réelle, quand il va se lancer, il calculera sa vanne en fonction, donc ses bénéfices seront actualisés avec le taux du marché. Ce n'est plus avec son propre taux. Donc, c'est avantageux. Il se lance. Il finance tous les projets. Comme il finance tous les projets, on somme les montants de chaque projet qu'il va dépenser. C'est ça qui donne 630 millions. OK? Maintenant, on lui dit, on repart, deuxième alternative. Le taux du marché est de 9%. Le taux du marché de 9%, on garde la même règle. Il ne peut financer que les projets dont le taux interne de rendement qu'il a calculé est supérieur au taux du marché. Donc, il regarde encore son tableau décroissant qu'il a fait là. Il se rend compte que 9% est inférieur à 12%. D'accord? C'est supérieur à 8%, c'est supérieur à 6%. Donc, il ne peut pas financer les projets B et C. Donc, finalement, il dépense combien? Il dépense l'argent pour acheter le véhicule A, plus l'argent du véhicule B, plus l'argent du véhicule, je vais dire A, F, pardon, plus l'argent du véhicule D, plus l'argent du véhicule E, pour un total de 430 millions. Voilà les projets qu'il va lancer. Voilà terre à terre. Monsieur le futur propriétaire de véhicules à louer. Voilà. Je vous en prie. Très fort. Voilà, ça va aller. Alors, ainsi, plus le taux d'intérêt est faible, plus le montant de l'investissement est élevé, du fait qu'il y aura de plus en plus de projets rentables. L'investissement est donc une fonction décroissante du taux d'intérêt. Voilà la relation qu'on voulait vous montrer. Que quand le taux d'intérêt augmente, l'investissement baisse, et quand le taux d'intérêt baisse, l'investissement, c'est pas comme la consommation. Vous vous rappelez? Quand la consommation, on a dit quoi? Quand le taux d'intérêt augmente, la consommation fait comment? La consommation à l'instant T baisse, futur augmente. Il dit non. Quand le taux d'intérêt augmente, l'individu vit sur 2 périodes. Instant T, il épargne le plus possible. Donc, il consomme moins et puis, il consomme plus. Ici, on vous dit que quand le taux d'intérêt augmente, l'investissement fait comment? L'individu investit. On dit quoi? Si le taux d'intérêt fait... Oui, ok. Ok, je comprends. Quand le taux d'intérêt est élevé, l'investissement est faible. Quand le taux d'intérêt augmente,
l'investissement est, je veux dire, quand le taux d'intérêt baisse, l'investissement augmente. Quand le taux d'intérêt est élevé, il n'investit pas. Parce qu'il épargne. L'épargne n'est pas l'investissement. L'épargne par l'investissement. L'épargne n'est pas l'investissement. L'épargne, c'est quoi? C'est de prêter l'argent à quelqu'un, non? L'investissement, c'est de faire quoi? D'acheter un matériel qui vous sert à produire. Quand le taux d'intérêt est élevé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un à qui il peut vendre son surplus, qui va investir. Donc, il va avoir plus de bénéfices. Donc, il investit moins, c'est-à-dire il achète moins ce qu'il va utiliser dans son processus de production. Il donne ça à quelqu'un d'autre. Regardez, il y a les agents à capacité, les agents à besoin de financement. D'accord? Vous êtes une entreprise, n'est-ce pas? Vous souhaitez investir. Donc, ça veut dire que vous avez généré des bénéfices dans votre activité. Investir suppose que, pour le cas de la voiture, il va acheter une autre voiture pour mettre sur le marché. C'est ça, investir. Ou alors, il va développer, je ne sais pas, une plateforme pour que plus de clients viennent. Donc, il va mener une activité à financer qui va augmenter son profit. On est d'accord? C'est un plan à l'instant T, donc c'est une dépense qu'il va réaliser avec pour objectif d'augmenter la productivité de son business. On vous dit donc que lorsque le taux d'intérêt est élevé, il n'investit pas. On est d'accord que lorsque le taux d'intérêt est élevé, son investissement ne sera pas rentable. Qu'est-ce qu'il fait du surplus? Est-ce qu'il garde de l'argent? Même s'il garde, est-ce qu'il garde ça sur lui? Il peut mettre en banque. On va le rémunérer à un taux d'intérêt. Donc, ça va produire là-bas, mais ça ne va pas entrer dans son business. D'où l'investissement, puisque c'est dans le business, est faible. Par contre, quand le taux d'intérêt est faible, il n'a aucune incitation à garder l'argent. Il investit dans son business parce qu'il est clair que ça va être rentable. Le taux d'intérêt est le coût du capital. Si le capital coûte cher, on ne l'achète pas. S'il ne coûte pas cher, on l'achète. OK. Maintenant, le rôle de la demande anticipée dans la décision d'investissement. La théorie de l'accélérateur. Donc, premièrement, vous aviez les notions basiques de la demande d'investissement selon Keynes, avec la vanne et le taux de rendement interne. Ici, on vous parle de la demande anticipée. L'idée de base de cette théorie est que plus l'output sera élevé, l'output c'est la production, plus le capital nécessaire pour le produire est important et plus donc il faut investir. L'investissement sera donc lié positivement aux variations de la demande anticipée. Les hypothèses du modèle. Pour qu'une variation de la demande se traduise par un accroissement des capacités de production, 3 conditions au moins doivent être vérifiées. Hypothèse 1, les capacités de production sont pleinement utilisées. Il n'y a pas de capitaux oisifs. Donc, tout le capital qui est dans la structure est utilisé dans le processus de production. Rien ne chôme. Pas comme vos banques disent là. C'est comme je dis, voilà le capital, c'est oisif, il ne sert à rien, il n'y a personne dessus. Tout doit être utilisé. D'accord? Deuxièmement, on suppose que la production s'ajuste immédiatement à la demande, de sorte que la production remplace la demande dans la fonction d'investissement. Donc, la production est immédiatement ajustée à la demande. Donc, quand il y a une demande, la production suit immédiatement. Ils sont toujours en équilibre. Ils sont équivalents. Ce qui veut dire que dans la fonction d'investissement, on peut remplacer la production par la demande. Alors, on suppose une fonction de production à coefficient fixe et des rendements d'échelle constants. Économie. Économie. Qu'est-ce que c'est que des rendements d'échelle constants? Madame, moi je dis que les rendements d'échelle constants, ce sont les rendements qui augmentent, rendements d'échelle constante. Ce sont les rendements qui sont stables sur une période. C'est ce que ton cours de terminale avait dit. C'est ce que tu as compris. Oui. Rentre voir l'enseignant là. Il y a le cours que tu as écrit. Il y a le cours qu'il t'a donné. Ah, vas-y, oui. Qu'est-ce que c'est que des rendements? Quand est-ce qu'on dit qu'une fonction de production a des rendements d'échelle constants? Là, je précise encore bien.
Écoute-nous, hein. C'est important ce qu'on dit là. Une fonction, De production à des rendements d'échelle constants. je dirais une fonction avec le taux de rendement constant lorsque son capital est constant. Dans une même période. Une fonction de production a des rendements d'échelle constants lorsque, en augmentant dans une certaine proportion la quantité d'input ou de facteurs de production utilisés dans le processus de production, la production également augmente dans les mêmes proportions. C'est-à-dire, on a une fonction de production qui utilise un stock de capital et un stock de travail. Travail, ce sont les employés. D'accord? Précis. Si on double le stock de capital et le stock de travail, on double la production. Donc, la modification se fait dans les mêmes proportions. C'est là où on dit que cette fonction de production est à rendement d'échelle constant. Deux autres cas de figure. Rendement d'échelle croissant et décroissant. Rendement d'échelle croissant, c'est lorsqu'en doublant la quantité utilisée du facteur capital et facteur travail, on obtient plus du double de la production. Décroissant, c'est lorsque, en doublant la quantité de travail utilisé, la quantité de facteur capital utilisé, on moins que double la production. C'est clair? La modification dans les facteurs de production se modifie dans les mêmes proportions la fonction de production. Je le dis parce que cette hypothèse est très importante en économie. Quand on vous dit qu'on suppose une fonction de production à coefficient fixe et des rendements d'échelle constants, c'est pour vous dire que toute modification qui aura lieu sur les facteurs de production sera la même modification sur la fonction de production. C'est une hypothèse. Donc, ça veut dire qu'on veut enlever les possibilités que ce soit croissant ou décroissant. On vous dit que c'est ce qui va se passer. Et par la suite, ils vont vous expliquer ça là-bas dedans. D'accord? Alors, formulation de l'accélérateur simple. On a deux types d'accélérateurs. Le premier, c'est l'accélérateur simple. Et je pense que c'est le seul qu'on vous présente ici. Dieu merci. Parce qu'il y a des gens qui devraient me chercher avec la torche. C'était l'accélérateur flexible. Alors, je me dis alors jusqu'à. Si nous supposons que la production s'adapte immédiatement à la demande anticipée, c'est-à-dire que YA égale à Y, d'accord? Le principe de l'accélérateur suppose que l'investissement net d'une période est proportionnel à la variation de la production de la même période. C'est-à-dire que KT égale alpha YT. OK? Équivalent INT, c'est-à-dire l'investissement net, égale alpha variation de YT ou encore alpha YT moins 1. Où alpha est le coefficient d'accélération égal au coefficient de capital. On vous dit en bas que le coefficient marginal de capital est égal au coefficient moyen de capital. Et comme YT-1 est une constante, on peut déduire que l'investissement net est une fonction croissante du niveau de production. Les remarques sont: l'investissement nouveau nécessaire pour répondre à l'accroissement de la demande est appelé investissement induit. L'investissement brut sera donc égal à l'investissement induit plus l'investissement de remplacement. L'accélérateur ne fonctionne que dans le cas où la demande est croissante. Dans le cas où la demande baisse, l'investissement net sera nul et il y aura constitution de capitaux oisifs. On se comprend? L'accélérateur ne fonctionne que lorsque la demande est croissante. On n'investit que lorsque la demande ne fait qu'augmenter parce qu'on investit pour que la production satisfasse la demande. D'accord? Si la demande baisse, vous avez déjà un stock de capital qui est assez élevé. Vous avez baissé, ça veut dire que vous avez utilisé moins que ce qui existe, donc il y aura une partie du capital qui sera oisif. Prenons un exemple, vous avez acheté une machine. Là, vous avez d'abord, au tout début, vous avez une boulangerie qui produit 1000 pains par semaine. Ça veut dire que vous avez le matériel nécessaire pour produire 1000 pains. Votre pain est tellement apprécié que la demande double. Désormais, vous avez des sollicitations de 2000 pains. Votre machine
ne pouvait au pire produire que 1500 pains. Vous achetez une nouvelle machine qui est capable de satisfaire la demande. Ça veut dire que cette machine est capable de sortir 2000 pains la semaine. D'accord? Maintenant, après 8 mois, une autre boulangerie, un autre investisseur est arrivé, il a vu que la demande, le marché est rentable. Il ouvre sa propre boulangerie et lui aussi commence à servir le client. Vous vous retrouvez avec une demande qui est partagée entre vous deux. Qu'est-ce qui se passe? Votre boulangerie commence à recevoir peut-être des ordres de 1500 pains. Donc ça redescend parce qu'ils aiment quand même votre pain. Il y a des gens qui sont habitués à vous, ils n'aiment pas le neuf. D'accord? Votre machine produit 2000 pains. Donc lorsque vous baissez la capacité à 1500 pains, il y a une partie oisive. C'est ce qu'on vous dit. Donc le principe de l'accélérateur ne marche que lorsque la demande augmente. Lorsque la demande baisse, il y a des capitaux oisifs. En cas de reprise de la demande, les capitaux oisifs doivent être utilisés avant de procéder à de nouveaux investissements. Donc, si la demande reprend, si vous avez encore une tonne d'étudiants, de cifradeurs qui arrivent ici pour commencer à vous demander 2000 pains, 2001 pains, au lieu d'aller acheter une machine qui produit 2100 pains, vous satisfait 2001 pains, mieux vous commencez à produire 2000, vous envoyez le 1000 là d'abord à côté. À côté, le 1 pain là à côté. Vous produisez d'abord avec vos machines avant de voir si à long terme c'est rentable d'en acheter une autre. Exemple. Supposons une entreprise dont le coefficient de capital est égal à 4. À la situation initiale, les capacités de production sont pleinement utilisées. Le taux d'amortissement est égal à 10%. La demande anticipée est de 100, 105, 115, 100 et 120. Le tableau suivant illustre le principe de l'accélérateur pour cette entreprise. Période, 6 périodes. Demande 100, 105, 115, 115, 100 et 120. Capital optimum. Quand vous voyez 400 là, ça veut dire quoi? On a dit que le coefficient de capital c'est 4. Vous voyez pour une demande de 100, vous avez le capital optimum de 400. Ça veut dire quoi? Le capital optimum qui est appelé petit 2 est égal à 4 fois 1. D'accord? On se suit? Ça fait 400. 105 fois 4, ça fait 420. 115 fois 4, ça fait 460 et ainsi de suite. Capital disponible au début de la période. En période 1, vous disposez de combien? Du capital optimum, non? 400. En période 2, pareil, 400. En période 3, puisque ce qui se passe, c'est quoi? Le début de la période, c'est peut-être janvier. Une période va peut-être de janvier en décembre, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'on a 6 périodes. Janvier 2000, soit en 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031. D'accord? Donc, début de période, on a commencé en 2026. Donc, votre capital, c'est 400. Début de période. En 2027, commencez avec le capital. En début de période, ce que vous aviez en fin 2027, c'est ça que vous utilisez, non? C'est toujours 400. En 2028, c'est ce que vous aviez, parce qu'au cours de 2028, vous avez le nouveau capital qui est de 420. Il vient vous servir en début, troisième période. Maintenant, ce que vous aviez en fin troisième période vous sert en début, quatrième période. C'est pour ça qu'il y a le décalage que vous observez. D'où on a précisé début de période. Donc, on suppose que vous avez commencé avec le capital de la fin de période précédente avant de faire l'investissement nécessaire pour satisfaire la demande qui avait augmenté. D'accord? Vous finissez la période avec le nouveau capital qui satisfait cette demande, mais vous commencez la période suivante avec ce même capital avant de faire l'investissement suivant pour s'arrimer. Il y a un certain retard au cours de la période pour satisfaire la demande. D'accord? Mais, regardez, capital disponible en début de période. Que se passe-t-il pour que, en début de période 6, vous ayez 414? C'est une erreur. Ça devait être combien? Merci. Alors, investissement induit, c'est pour dire que même le livre ment souvent. Investissement induit. Le livre, je ne sais pas, c'est la personne qui a conçu. Non, la personne qui a conçu le livre appartient à la personne qui l'a conçu. Et comme on ne peut pas voir cette personne, on voit le livre.
Donc, si la personne a menti, par ricochet, le livre ment. Ou alors, comme le livre n'est pas une personne, il y a des erreurs. L'auteur a commis une erreur. Ah ça, fallait lui dire ça. J'étais pas là. J'étais pas là. Alors, investissement induit. Investissement induit, c'est quoi? C'est l'investissement nécessaire pour satisfaire le supplément de demande, non? D'accord? Dans le premier cas, la demande était de 400. On n'a pas fait l'investissement puisqu'on avait 400. Deuxième cas, il est passé à 420. Donc, vous voyez que l'investissement induit, c'est la différence entre l'investissement de la période 2 ou alors, attendez, c'est le capital période 2 moins capital période 1. D'accord? Capital optimum. Oui, capital optimum période 2 moins capital optimum période 1. C'est ça qui vous donne ce que vous avez là. Alors, investissement de remplacement. Comment on l'obtient? Le pourcentage. 10%. Oui, je suis d'accord. Et vous alors? Parce que c'est le taux d'amortissement, non? L'amortissement, c'est quoi? Lorsqu'on décide, c'est un capital qu'on met de côté pour renouveler le matériel. Et la machine se déprécie à un taux de 10%. Donc, on amortit à ce même taux. Ce qui fait que lorsqu'à la fin, on va avoir le montant nécessaire, on va acheter la nouvelle machine. Donc, l'amortissement, il est 10%. Et l'amortissement, comme il l'a dit, c'est le montant qu'on met de côté pour acheter la nouvelle. Donc, ça représente en fait la valeur de la machine qui s'épuise à chaque période. D'accord? Et on vous a dit que l'amortissement, il est 10%. Donc, 10% de la valeur de la machine qui est le capital. D'accord? Vous appliquez 10% de 400, vous avez 40. 10% de 400, vous avez 40. Sauf qu'on l'applique sur le capital de début de période. D'accord? Enfin, l'investissement total, c'est égal à quoi? Investissement induit plus investissement de remplacement. Les formules existent dans le cours là. Donc, vous avez 4 plus 5, ça vous donne 6. Capital disponible en fin de période. C'est égal à quoi? C'est l'inverse de la logique qu'on a appliquée, non? C'est pas l'inverse disponible c'est pas l'inverse de qu'on a appliqué. C'est le 414 là qui crée des problèmes aux gens. Ça doit pas être 414, ça doit être 400. Et le capital oisif, c'est différence entre capital de début de période moins capital de fin de période, je pense. C'est ça. Capital fin de période moins capital début de période, ça vous donne le capital oisif. C'est compliqué. Vous voulez faire la pause pour aller manger. Pourquoi? Viens au tableau. Viens au tableau. Viens au tableau. Tu me mets, viens au tableau, non? Tu fais le... Madame, si on faisait la capitale disponible de deux périodes, on soustrait avec la capitale de fin de période. Prenons le cas du tableau 5. La ligne 5, tu veux dire? La ligne 5, ça ne donnerait pas la réponse que l'on a ici. Je ne comprends rien. I know understand. D'abord qu'on ne peut pas soustraire le début de période à la fin. On ne peut pas soustraire la fin de période au début de période. On fait fin moins début. Donc c'est le début qu'on soustrait de la fin. Sinon sa variation n'a pas de sens. Fin moins début. Oui. Dans tous les cas, ça ne donnerait pas. Fin moins début donne capitaux oisifs, ça donne 0. Prenons le cas Capital de début de période 400. 5. Allons, je t'ai dit que 5 a un problème depuis. 5 est censé être 400. 5 est censé être 400. 5 est censé être 400. En capital disponible de fin de période, 5 est censé être 400. Parce qu'en capital début de période, 6 est censé être 400. Ou même 414 sort d'où? Fais le tableau, chef.
Attends, on a là le tableau. C'est pas mieux que tu fasses les explications des formules. C'est quelle formule? Madame, si l'on partait même dans ce sens, on aura toujours aussi un problème au tableau 2. Tu veux dire la ligne 2. La ligne 2. La colonne 2 ou la ligne 2 d'abord? Quel est le problème de la colonne 2? Capital disponible, fin de période 420. Capital disponible, début de période 401. Capitaux oisifs, 0. Attends, je comprends pas. 420 fin de période, 400 début de période. Non, parce que... Oh là là. Ah oui, c'est vrai. On est dans l'Amazonie apparemment. Tu es dans quoi? Hein? L'Amazonie. L'Amazonie, c'est le nom de qui? Madame, ici, là, dans les capitaux oisifs. Recommençons dès le départ. Chef, on a les périodes et la demande. Mets la formule de calcul du capital optimum, s'il te plaît. La formule. Donc, tu viens chercher dans mon coin alors que tu as le coin. On a dit que KT égale à alpha YT. KT égale à alpha. YT. KT égale à alpha YT. C'est bon, non? Oui, madame. Alpha, c'est 4. Alpha? C'est 4. YT, c'est la demande. Irigo. YT, c'est la demande. La demande, en fait, c'est pour que les autres qui ont le tableau comprennent ce que tu fais, c'est tout. Alors, capital disponible, début de période. YT égale YT moins 1. Capital, on l'appelle YT. C'est YT moins 1, non? Oui. Oui, c'est YT moins 1. Oui. YT Moins 1. moins 1 égale. C'est ça, c'est tout. Vous voulez chercher Fischer? On a fini avec Fischer depuis. Tu veux ficher quoi? Non. Le jeune. Hier, il était à l'école buissonnière, aujourd'hui, il est en cours. Concentrez-vous sur vos cours ici. Il n'y a pas de fichier aujourd'hui. On finit à 13h30. Il est à 12h. Tes dents veulent à manger. Tu n'as plus mal aux dents. Non, il n'y a pas les chips aujourd'hui. C'était exceptionnel hier. Donc ne rêvez pas. Attends, celui-ci n'avait pas eu les chips. Oh, mon ami, tiens. Je le donner au début. On a partagé les chips hier. C'est pour toi. C'est pour toi, c'est pas pour toi. Voilà, c'est le principe de l'équité, non? Non, il n'y a pas les sentiments dedans, il y a les chips. Tu étais où? Ça veut dire que tu n'étais pas là. Les 15 chips que j'ai achetés ici, là, c'est parti chez qui? Non, en fait, certaines personnes s'étaient déplacées. Bah, si elles sont déplacées, moi, je fais comment, là? Je les suis pas. Hein. Non. Vous n'êtes pas signalé depuis. Hein. On va gérer ça un autre jour. Tu vois, Joatis? Voilà, ça arrive. Toi, concentre-toi là-bas, tu fais ce que tu es censé faire. On a passé l'étape de au moment où tu dois mettre les formules. Investissement de remplacement, la formule dit quoi? « 10% de la demande, laquelle demande du capital optimum? D'accord. 10% du capital optimum seul. Chef. Comment tu as appelé le capital optimum d'abord? Investissement induit est égal à quoi?
n'a même pas honte. L'investissement induit, c'est la variation de la demande. YT moins YT moins 1. Qu'on fait votre cours. L'investissement induit est égal à la variation de la demande. On vous dit que l'investissement nouveau nécessaire pour répondre à l'accroissement de la demande est appelé investissement induit. Donc, c'est égal à la variation de la demande. Lorsque cette demande est comment? Lorsque cette variation est positive, surtout. C'est bon? Alors, investissement de remplacement, on l'a dit que c'était quoi? Le taux d'amortissement divisé par le capital. Le capital de quoi? Début de période, non? On travaille des uns. L'investissement total est égal à l'investissement induit plus l'investissement de remplacement. IT, I indice grand T, égale I indice petit I plus I indice petit R. I indice grand T. Indice, ça veut dire en bas. Grand T. Égale. Grand I, indice petit I. Plus grand I, indice petit R. Ça fait II, c'est induit. IR, c'est remplacement. Ensuite, capital disponible de fin de période. C'est là où un cadavre est mort. C'est quoi le capital disponible de fin de période, mesdames et messieurs? Vraiment. Est égal à capital disponible en début de période plus investissement induit. Le capital Disponible en début de période plus investissement induit. égale le capital Disponible en début de période plus investissement induit. Puisque c'est ça, non? En début de période, vous avez un certain capital pour répondre à une demande précise. Au cours de la période, la demande augmente. On a eu un investissement induit pour satisfaire la demande, ce qui fait que le capital de départ plus l'investissement induit vous donne le capital duquel vous finissez la période, non? C'est ce qu'on disait, on expliquait pour justifier que la période suivante, on commence avec ce qu'il y a à la fin de la période précédente, non? Pourquoi? Quand je parle, vous écoutez, il écoute, non? Ce qu'il fait, vous faites toi. Si l'abréviation te dérange, mais abrège à ton niveau là-bas. Bon, chef, CD, c'est quoi? C'est le CDI, ce contrat à durée. Hein? Ogo. Attends. Le premier, c'est là, c'est CPD, c'est quoi? C'est CDD, quoi? C'est quoi? Je suis dépassé tellement, je suis obligé de bégayer. Hein? Capital début de période égale capital début. Plus, attends, tu as dit dès ses débuts, non? Tu me fais un bégayer. C'est que c'est grave. Tu veux le remplacer? Non, il faut venir. Viens expliquer au tableau. La participation est collective. Ne fais pas comme mon voisin d'en face qui lui critique seulement. Et il faut le laisser là-bas au ciel, pardon. Non, si... Non, celui-ci. Quel jeune ficheur? Celui qui n'arrive même pas à bien former. Ah là. Là, vous donnez 0. Je vais lui dire que mes 0, il connaît compter escalade, il va mettre les gros. Son 0 est souvent gros comme ça. Hein? Non,
Si vous recommencez, je ne parle pas. Vous écrivez seulement ce que vous avez effacé. Parce que mon monsieur est fatigué. C'est plus là où commencer. Aidez-le. Aidez-moi s'il vous plaît. J'ai envie d'entendre les voix de mesdames qui sont derrière. Supposons qu'une entreprise demande de calculer. C'est mieux que j'ai fait un Parce que si tu connais sur le mot, Ne m'étouffez pas, pardon, je suis encore jeune. Dites que vous êtes 17. Aujourd'hui, nous sommes. Bon, vous êtes Bon, pour calculer la 10. formule, c'est ça la formule, vous voyez. Y, on remplace la première demande, c'est 100. Donc on prend 100, on remplace par Y, on calcule 100 fois 4, ça donne quelque chose comme ça. C'est-à-dire, quelque chose comme ça, c'est quoi? Je ne vois pas au tableau, monsieur le prof. Madame, je vais tourner vers vers vous et vers eux. Non, tournez vers eux, mais parlez de telle sorte qu'ils vous suivent. Quelque chose comme ça, c'est quoi? Pour calculer le capital optimum, vous voyez. Donc on prend la première demande qui est 100, on remplace la formule. Donc ici, YP égale à 100, qui est la première demande, et alpha qui est 4, qui est notre coefficient ici. Et on multiplie l'opération. Donc 4 fois 100, ça donne 400. C'est la même démarche avec les autres demandes. Donc on passe du capital disponible début de période. Ça. Capital optimal, c'est ce qu'on calcule. Le capital disponible début de période. Capital. Capital de période début de période. Oui, calculer le capital disponible début de période. C'est quoi la démarche? Là, ça devient intéressant. c'est pas les 400 que tu as trouvé là. 400, c'est capital. Non, là, nous sommes sur le capital disponible début de période. On travaille dans l'ensemble, on va trouver les CC. Ok, D'accord. Donc, à la première colonne, qu'est-ce qu'on va faire? On va. Expliquer ici, je vais expliquer ça. Je vais expliquer ça dans le sens où on va faire les statistiques. Niveau 3e. Ok. On va faire les trucs. Écoute, c'est bon? On va prendre les statistiques niveau 3e. Et ça va nous permettre, en fait, comme si on faisait les appartements, période d'appartement, et croissance, et tout l'appartement. Ça va nous aider. Mais sinon, dans les termes, ici dans l'économie, il y a vraiment que les trucs sont encore. Vous voyez, donc ici, on va faire des soins de 400. On va faire des soins de 400. Donc, le premier, on fait des soins de 400. Ça, c'est la première colonne. La deuxième colonne, première colonne, des soins de 400, deuxième colonne. Ça, en termes de la soustraction du capital optimum moins le capital disponible du début de période. C'est ça? Si on fait 420 moins 100, je pense pas. Madame, capital disponible au début de période, tout ça. Après, je vais continuer à expliquer le reste. C'est ça qui m'échappe un peu. Le capital de la période précédente. Le capital de la période. Capital optimum de la période précédente et le capital disponible au début de période. Par rapport à notre cas, madame. Le capital optimum de la période précédente est le capital disponible au début de période. Regarde ton capital optimum, ta ligne capital optimum là. Oui. Tu as 400. Oui. Regarde le capital début de période en bas, tu as combien? 400. La ligne suivante, tu as 420, n'est-ce pas? On est en période 2. Quand tu as la période de la période précédente, c'est quelle période? Période 1, non? Période 1. 400.
Quand tu es en période 3, la période précédente, c'est quelle période? Je comprends maintenant, là, je peux vous expliquer. Eh oui, d'accord. Le capital disponible au début de période, on va faire ça par rapport aux périodes qui précèdent. Non, la première, on va faire comment? On prend le capital optimum et on va faire des sommes. Si ceux qui ont fait la série d'étudier ici, vous devez comprendre que méthode ordinaire, on fait des sommes toujours là, méthode là. Hein? Voilà. Donc, ça, c'est la première colonne. Maintenant, la deuxième colonne, ici, on revient au capital optimum. Donc, on prend la valeur du capital optimum de la première colonne et là, on va remplacer dans la deuxième colonne du capital disponible du début de période. Donc, voilà, comme vous avez vu, il y a 400 et 400. D'accord? Maintenant, pour la troisième période, on remonte aussi, on prend le capital optimum de la deuxième colonne, on remplace un capital disponible à la troisième colonne. Et c'est ça la démarche. Jusqu'à la fin. C'est bon? Ok. Maintenant, l'investissement induit. Ok. On a dit l'investissement induit, C'est la soustraction du capital optimum au capital disponible du début de période. à la variation. Je pense Non. que c'est la soustraction. C'est la soustraction du capital optimum au capital disponible du début de période. Qui donne 0. Donc, capital optimum moins capital disponible du début de période. Donc, 44 moins 400, ça donne 0. 420 moins 400, ça donne 0. Et c'est la procédure à suivre. Maintenant, l'investissement de rendement. Ça, c'est Le très simple. remplacement. Non, oui, merci. L'investissement de remplacement ici, c'est très simple. On prend juste les 10% du capital disponible du début de période. Donc, toutes les colonnes. D'accord? Ok. Donc, on prend 10%. Comme 400, on donne. Comme un fonds de garantie. Oui. 400 ici, nous avons 40. 400, nous avons 40. 420, nous avons 42. Et c'est la procédure à suivre. Maintenant, nous sommes investissement total. L'investissement total, on va faire l'investissement induit plus l'investissement de remplacement. C'est bon? On fait l'investissement induit plus l'investissement de remplacement. Ok, ça donne le gars. Donc, si je peux écrire la formule, c'est Bon, tout ça, ce que tu dis, c'est verbal. Dans le tableau, tu n'as rien mis. je vais écrire remplacer, première colonne, deuxième colonne. Oui. Ça doit nous montrer, vous devez nous dire vraiment ce que vous avez dans le tableau, on a lu. Tiens, moi d'abord, ça, c'est ça. Sinon, les filles du début. Donc, nous sommes sur. Capital disponible début de période. Je ne sais pas. Bon. Supposons. Je vais pas mettre tableau. Juste. Normalement, c'est les formules de calcul. 5, 6. Capital optimum, nous avons 400. Nous avons 420. Nous avons 460. Nous avons 460. Et dis-moi si je commets des erreurs. Hein. Nous avons 410. Ah, d'accord. Nous avons 480 ici. Okay. Pour trouver le capital disponible de début de période, ce qu'on fait ici, c'est quoi? Vous voyez les 4 sont là. Vous voyez? On va juste mettre, on va faire ça ici. On fait juste descendre ça automatiquement. Oui, le capital optimum. Filmez-moi aussi, ça fait quelque chose. Ah ouais, ça y en avait. Donc, merci, je disais. Donc, ici, on prend les. Eux ici doivent voir. Les 400 là, automatiquement, on fait descendre ça ici. C'est bon? Et c'est ce qui fait ça. Maintenant, pour trouver la deuxième valeur d'ici, on prend la première valeur du capital optimum. Vous voyez, ça y est là. Ce sont les 400 là qu'on remplace ici. Pour trouver la troisième ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend la deuxième valeur du capital optimum. Donc, c'est la même procédure jusqu'à la fin. Ici, on prend la troisième. Donc, ça fait 460 ici. Et ainsi de suite. 460 également. Et
Là, nous avons 400. Ça, c'est pour trouver le capital, le capital d'investissement du début le capital disponible du début de période. Pour l'investissement induit, nous avons dit investissement induit. Investissement induit. On fait la soustraction. Donc, on fait capital optimum. Continue juste avec le tableau, puisqu'il n'y aura pas d'espace pour les écrire. Laissez le monsieur faire son travail. Comme ça, vous allez peut-être comprendre mieux. Capital optimum moins capital. Avant de copier, il va regarder. D'accord. Capital disponible. C'est bon? Nous avons 400, 400. Donc, pour le premier, puisque c'est le I, induit. Donc, on fait 400 moins 400. Ça nous donne 0. Donc, point virgule. Pour le deuxième, ici, ça donne 20. Ici, ça donne combien? 40. Bon, vous poursuivez la marche. C'est bon? Pour l'investissement de remplacement, on prend, oui, investissement. J'écoute, madame. Moins 420. 420. Oh, ici? Célestine, ici? Ici? 460 moins 420. Ça donne 40. C'est bon. Maintenant, 460 moins 460, ça donne 0. Là, maintenant, puisque ça a donné un nombre négatif, du coup, automatiquement, on ramène ça à 0 aussi. Oui. À l'école secondaire, on disait ça n'appartient pas, ensemble vide. Donc, c'est 0. C'est la même chose ici. C'est bon? C'est 0 automatiquement, puisqu'on ne peut pas mettre les valeurs négatives. D'accord, je t'écoute. C'est bon, je continue. Nous sommes sur investissement de remplacement. On a dit, l'investissement de remplacement ici est égal à 10% du capital optimum. C'est bon? Donc, ici, oui, investissement de remplacement est équivalent à 10% du capital optimum. Donc, ici, le premier investissement de remplacement, 10%, vu que c'est 10%. 10%, donc c'est simple, on fait ceci. Ainsi, peut-être pour ceux qui ne comprennent peut-être pas, je dis non? Qu'est-ce que j'ai dit, non? Divisé par 10, non? On rassure les deux zéros. Et puis ça reste quand même. Comme ça, là, tu me compliques pour rien. Si on fait ceci. Si on fait ceci. 10, comme ça donne 40. 400 divisé par 10, on assure les zéros. Donc, nous aurons 40 sur 1. Tout nombre divisé par 1 est égal à ce nombre. On évolue. Pour 420, c'est la même formule. Donc, nous avons 420 sur 10. Nous aurons 42. Et c'est la même démarche jusqu'à la fin. C'est bon? Nous sommes sur investissement total. On a dit que l'investissement total, donc le grand I indice grand T égale à grand I qui est investissement induit, donc petit I en indice, plus investissement en indice R qui est remplacement, qui est égal. Donc on fait juste la somme des deux investissements. L'investissement induit, ici nous avons 0 pour la première colonne.
Et l'investissement de remplacement ici, nous avons 40 pour la première colonne. Du coup, ça nous donne 40. C'est bon? Pour la deuxième colonne, si on fait la même démarche, nous aurons 60, c'est bon? Donc 20 plus 60 plus 40, ça donne 60. Et que on continue avec l'opération. C'est la même opération jusqu'à la fin. Nous sommes sur le capital disponible en fin de période. Si je peux nettoyer, c'est bon? Je peux nettoyer moi le haut. Le haut seulement. Oui? Je voulais parler du sujet du remplacement. Ok. L'investissement Investissement de remplacement. de remplacement. Oui? Voilà, non. Moi, je pense que c'est pas. Comment je fais de ça? Oui, c'est pas. Ouais. Tu vois, non? Comme on a dit, Investissement le de remplacement, remplacement. c'est pas. C'est par rapport au capital, l'autre là, disponible. Le capital. L'investissement de remplacement, c'est quoi? La définition, c'est quoi? On t'écoute? Oui? Vous tous là, ça concerne tout le monde. Écoutez, s'il vous plaît. Le monsieur a donné il a donné ça tout à l'heure. Il en a parlé tout à l'heure. L'investissement de remplacement, c'est un fonds qu'on met de côté pour le fonds d'amortissement. Oui, j'ai entendu. Ton problème, c'est lequel? Il n'a pas appliqué la formule. Non, il a. En fait, selon moi, je trouve que c'est. C'est bon, je comprends ce que tu veux dire. En fait, c'est simple. Je t'explique. Je veux dire ceci. Je veux dire ceci. Écoutez, je veux dire ceci. Genre, on a commis l'erreur, au lieu de prendre le capital disponible de début de période, nous, on a pris le capital optimum. C'est ce que lui veut dire. Donc, au lieu qu'on prenne le capital optimum, c'est plutôt la valeur du capital disponible qu'on devait prendre pour calculer l'investissement de remplacement. C'est ce que je voulais dire. Oui. Madame, moi, je comprends. Non, je m'assure Donc, que ici, c'est sa voix soit écoutée. 400 aussi. De 40. Donc, du coup, ça donne 40 aussi. Imagine, ici, l'investissement de remplacement. Oui, au lieu qu'on prenne les valeurs du capital optimum, c'est plutôt les valeurs du capital disponible de début de période. D'accord? C'est pas ce qui a Oui. été fait. Non, nous, on avait pris le capital optimum, les valeurs du capital optimum. Alors que ce sont les valeurs du capital disponible du début de période. C'est ce que notre frère dit. Donc, on a arrangé, au lieu de 420, c'est 400. Et c'est la même démarche jusqu'à la fin. OK. Donc, ici, nous étions sur l'investissement total. On a dit l'investissement total est la somme de l'investissement induit plus, est la somme de l'investissement induit et de l'investissement de remplacement. C'est ce qu'on a fait ici. On a remplacé les valeurs. Ça, c'est la première colonne. La deuxième, c'est un peu en haut. Première colonne, deuxième colonne, jusqu'à la fin. Nous sommes sur le capital disponible de fin de période. Question? Capital disponible de fin de période. OK. Comment calculer le capital disponible de fin de période? Madame disait que on devait prendre le capital optimum. Pourquoi? L'investissement de fin de période. Oui. L'investissement induit plus capital de début de période plus investissement induit égale capital de fin de période. Donc, capital. Le début de période plus investissement induit égale capital de fin de période. Donc 400 plus 0 égale 400. Capital du début de période, c'est ça? Hein? Oui, chef. Début de période plus investissement induit, c'est ça? OK, donc nous aurons la première colonne, nous avons 400 plus 0.
Ça donne 400. Oui, chef. La deuxième colonne, nous avons 400 plus 20 qui nous donne 420. Et on continue avec la démarche. Maintenant, pour trouver le capital, les capitaux oisifs. Pour trouver les capitaux oisifs, on fait le capital disponible de fin de période moins le capital disponible du début de période. C'est bon? Donc, grand C égale petit c. On fait le capital disponible de fin de période moins le capital disponible du début de période. Donc, 0. Première colonne, ça donne 0. Deuxième colonne, 0 également. Je vois 420, c'est ça, non? 420 moins début de période, c'est 20 ou c'est 400. Donc là, c'est 20. Au lieu de 0, c'est 20. Aidez-moi sur les chiffres, s'il vous plaît. Moins 420, c'est ça, non? Donc ça donne 40. C'est la formule que j'applique ici. 460 moins 460 encore. Ça donne 0. Et là où il y a 414, là c'est 400 pile. C'est bon? Moins 400 aussi. C'est ça, non? Moins 460. Ça a donné une valeur négative. Automatiquement, on arrondit. Ça donne 0. Ça nous ramène à 0. Ah. Et enfin, si c'est bien calculé là, hein, parce que je ne sais pas si c'est bien calculé. Et en fait, c'est aussi 440, je pense. 400 piles, je pense. 480. Ouais, 400 piles, donc ça donne 80. Bon, c'est ça ce qu'il fallait faire. Et ça ne vaut que 2 points. Madame, j'ai fini. Merci. Je vous en prie. Mais applaudissez quand même. Ils sont pas gentils. Je Hein. ne ferme pas le marqueur. J'applaudissais seulement, je demandais seulement, hein, mais ils ont applaudi une fois, donc c'est bien. Il n'y a pas besoin de vérifier, non. Tout est bien. Ok. Madame, apparemment, il y a un souci. Ah ça, et c'est toi qui le détectes. C'est que le souci là est très grave. Non, tu vas encore prendre le micro suscité. Non. Le souci à quel niveau? Au niveau de... Si tu as détecté le souci là, c'est que vraiment, c'est vrai. La colonne 6. À quel problème? Depuis la colonne 5, on parle de son, mais lorsque on voit le capital optimum de la colonne 6, nous sommes à 480. On veut comprendre comment est-ce qu'on a obtenu les 480. Tu veux comprendre avec qui? Dans l'ensemble, madame. Tu veux comprendre avec qui? Dans l'ensemble, madame. Nous qui sommes présents dans la salle. Avec qui? Parce que je crois que les autres ont compris pourquoi on a 480 là-bas. Oui, madame. Vous avez compris? Oui. D'accord. Expliquez, j'ai le C'est quel 480 que tu veux? De la ligne 3, de la ligne 2 ou de la ligne 7? La ligne 7. Vous avez refait tous les calculs, non? Normalement, vous devez refaire également le calcul du capital induit. Vous devez ne pas avoir le 414 que je vois là. La ligne 2 n'a pas de problème. Puisqu'on multiplie tout simplement par 4. La ligne 3 a un problème. Vous avez corrigé? 460, non.
La ligne 3 a un problème. C'est 400, 400, 420, 460, 460 et 400. La ligne 4, c'est investissement induit. C'est la différence, n'est-ce pas? Donc, 400, 420, 40. Bon, je vais dire 0, 20, 40, 0, 0. Ensuite, on a 480 moins 400 qui donne 80. On est ensemble? La ligne de l'investissement de remplacement qui est égale à 10% du capital disponible, c'est ça, non? En début de période. Donc, vous aurez 40, 40, 42, 46, début de période, 40, non, investissement de remplacement 42, 46, 0, et enfin 40, je pense. Et enfin, on a investissement net qui est égal à quoi? Investissement induit plus, investissement total égal investissement induit plus investissement de remplacement. Vous avez 40, 60, 82, 46, 0. En bas, vous avez 80 plus 40 qui doit donner 120. Et enfin, capital disponible fin de période égale capital début de période plus investissement induit. Donc 400, 420, 460, 460, 400 et 480. Madame, on commence bien. Je pense qu'on peut arrêter à 13h aujourd'hui, non? Je suis fatigué. Donc demain, on finit la section 2 et on fait le chapitre sur l'équilibre de la monnaie. Si on a le temps, on peut finir les 2 chapitres de la partie 1 et c'est bon. Demain. Le poussier est plus vivant que le premier jour. C'est normal, le premier jour, vous ne m'attendiez pas. Monsieur?